Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 93 de la Web TV de Veille Stratégique. Nous sommes donc aujourd'hui le jeudi 27 février 2025 et nous démarrons cet enregistrement à 8h20. Alors aujourd'hui, beaucoup d'actualités internationales à évoquer avant d'aborder le dossier principal de ce bulletin qui sera une fois encore consacré à l'Ukraine. L'actualité internationale hier a littéralement pris encore un grand coup d'accélérateur sur plusieurs secteurs du globe. On va commencer alors par ce qui s'est passé, l'annonce qu'on a eue hier matin et qu'on a relayée sur nos canaux concernant la République démocratique du Congo. On avait déjà évoqué ce thème pour ceux qui ont suivi la matinale mardi matin sur GPTV avec Nicolas Stocker et surtout avec l'ami François Martin. Et donc, alors pendant la matinale, on n'avait pas eu le temps d'évoquer ce qu'on avait publié sur Veille Stratégique, à savoir que les États-Unis, la semaine dernière, avaient commencé à prendre des sanctions contre des ministres du gouvernement Kagame, des ministres rwandais, un ministre pour le moment, et les Britanniques, probablement comme d'habitude, en bons petits vassaux des États-Unis sur ces questions, ont eux aussi commencé à prendre des sanctions contre le gouvernement rwandais et contre le Rwanda. Et donc là, ça marque peut-être, espérons-le, un point de bascule là aussi dans la politique internationale des États-Unis, puisque jusqu'à maintenant, je vous invite encore bien évidemment à vous procurer le livre de Pierre Péan sur cette partie du globe, bien sûr les travaux de Charles Onana concernant le génocide rwandais et la guerre en République démocratique du Congo, et on ne cesse de le répéter, les États-Unis, les Britanniques et Israël sont les parrains de tout ce que fait le Rwanda. Il y a pas une décision majeure et stratégique qui est prise à Kigali sans que les Américains, les Britanniques et les Israéliens la valident. Donc là, on est peut-être face, et il faut l'espérer, à une rupture pour dire non, on va pas aboutir à une balkanisation, une explosion de la République démocratique du Congo en États qui seraient des États fantoches contrôlés depuis l'extérieur par le Rwanda pour le compte de ses parrains. On est dans quelque chose où il y a peut-être, je dis bien peut-être parce qu'il faut rester très prudent sur ces questions, on est peut-être face à un coup d'arrêt et à un basculement et probablement des difficultés pour Kagame de poursuivre sa politique expansionniste au détriment de la République démocratique du Congo. Et donc, on va peut-être assister à un arrêt de l'avance du M23 soutenu par l'armée rwandaise et tout son cortège de destruction, de pillage, de meurtre, de viol, etc., qui a commencé, la dernière offensive dont on parle en ce moment a commencé en fin d'année dernière. Donc voilà, première information hier qui s'ajoute à celle de la semaine dernière au sujet des sanctions américaines. On a maintenant des sanctions britanniques contre le Rwanda. Alors que, je rappelle, la Grande-Bretagne a des liens particuliers avec le Rwanda, avec ses histoires d'éventuels envois des migrants qui arriveraient en Grande-Bretagne au Rwanda dans des camps plutôt que de les conserver sur le territoire du Royaume-Uni. C'est Boris Johnson qui avait monté cette usine à gaz et on avait, je l'ai rappelé sur GPTV, cette campagne qui existe encore dans les championnats de football, avec marqué Visite Rwanda pour faire la promotion du Rwanda à l'étranger et surtout éviter que les gens s'interrogent sur ce que fait Monsieur Kagame et son armée à l'extérieur de ses frontières. Voilà. Alors ça, c'est le premier point. Le second point, alors, je vais commencer par un endroit du monde dont on parle peu. J'aurai l'occasion, je vous le dis dès maintenant, dès à présent, d'en parler plus longuement sur Brochu TV le samedi 8 septembre, pardon, on n'est pas encore en septembre, merci, le samedi 8 mars prochain à midi avec l'ami Yves Bataille qui est donc lui
sur place en Serbie, parce que hier on a un tribunal donc bosnien qui a condamné le leader dit séparatiste serbe donc de la République serbe de Bosnie, Milorad Dodik. Il a été condamné à 1 an de prison. Par rapport à des prises de position. Alors en plus on l'a condamné à 1 an de prison, on lui a demandé de quitter son poste de président de la région, la République serbe de Bosnie est une est comme une espèce de lender à l'intérieur de la fédération que constitue la Bosnie-Herzégovine, et donc on lui a demandé de quitter son poste de président de région, et en plus de ça, on le condamne à 1 an de prison. Voilà, tout ça parce que, alors vous me permettrez, je lis le communiqué de presse, parce qu'il a désobéi aux ordres d'un envoyé international pour la paix, Christian Schmitt, et qu'il a suspendu des décisions de la Cour constitutionnelle qui avaient été donc contraires à l'intérêt des Serbes de Bosnie. Donc il va falloir aussi suivre ça, parce que on se dit tiens, ça fait un moment qu'il y a des problèmes en Serbie même avec l'attitude du président Vučić, qui a eu, vous le savez, un couac à l'ONU dans le vote autour de l'Ukraine, où les diplomates serbes se seraient trompés et auraient voté contre la Russie, enfin contre les intérêts de la Russie. Après, Vučić s'est excusé. Enfin, la situation là-bas est très confuse entre la position assez on va dire fluctuante du président et bien évidemment la majorité du peuple serbe qui continue d'entretenir la très grande amitié qui le lie au peuple russe. Donc voilà, et cette région, vous le savez, il y a des tensions autour de l'adhésion potentielle de la Serbie à l'UE, qui signifierait donc à un moment donné son entrée dans l'OTAN. Il y a eu des pressions pour que la Serbie prenne des sanctions contre la Russie, et jusqu'à maintenant donc c'est là qu'on voit l'ambiguïté de la posture de Vučić, c'est que il a dit jusqu'à maintenant non, on n'en prendra pas. Bon, puis de l'autre côté, voilà, à l'ONU, il y a ce couac. Donc je pense qu'il va falloir aussi le surveiller, parce que ça risque d'être un facteur de déstabilisation supplémentaire, puisque même si c'est pas la Serbie elle-même, ce sont les Serbes de Bosnie. On sait quel rôle ont joué les Serbes de Bosnie dans la guerre civile, et notamment la façon dont ils ont été traités, à la fois bien sûr par la population musulmane, comment il y a eu les massacres contre les Bosniaques, etc. Comment ça s'est passé avec ensuite l'intervention des Croates aux côtés des Bosniaques pour chasser une partie des Serbes. Bref, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir surveiller de très près, parce que je pense qu'on va vers une phase de déstabilisation directe et indirecte de la Serbie. Et puis ensuite, autre dossier très important qui va encore dans ce sens où la justice intervient pour condamner des élus ou des futurs élus. Vous l'avez vu hier en début d'après-midi, de manière très spectaculaire, de manière absolument insupportable. On a vu Călin Georgescu, donc le candidat nationaliste arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle de 2023, qui élection, vous le savez, qui a été annulée, dont l'annulation a été confirmée par la Cour constitutionnelle sous prétexte d'une ingérence russe, alors que nous n'avons cessé d'expliquer ce qui a été débunké par tout le monde. Alors, me demandez pas si j'ai les liens, etc., on les a publiés dans les vidéos précédentes, comme dirait l'autre, référez-vous à l'épisode précédent, on a largement documenté ça, si ma mémoire est bonne, fin décembre, où on a eu cette explication, il y a eu de la part du parti au pouvoir qui se sentait menacé pour cette élection, non pas par Georgescu, mais par la branche plus modérée, plus sociale de l'opposition, et qui a voulu faire monter Georgescu en pensant, c'était une tactique, je l'ai déjà dit, qui ressemble à celle de François Mitterrand avec Jean-Marie Le Pen, pour contrer Jacques Chirac et le RPR. Et sauf que cette tactique
leur a finalement explosé à la figure. C'est-à-dire qu'ils ont joué aux apprentis sorciers, et en essayant de faire monter Georgescu aux dépens de cette opposition officielle classique, eh bien Georgescu a pris le dessus. Voilà, c'est tout. Alors ça veut pas dire que seule cette campagne donc qui a été montée sur les réseaux sociaux justifie le score de Georgescu. Il y a bien un problème en Roumanie, il y a bien un problème d'alignement avec l'Union européenne sur plein de dossiers, notamment sur le dossier du soutien à l'Ukraine. Et les gens ne veulent pas en entendre parler, parce que je rappelle que, comme par hasard, les pays qui ont une attitude, on va dire neutre, et qui ne veulent pas se placer sur la même ligne que Bruxelles avec Madame von der Leyen, ce sont les pays qui ont des territoires irrédentistes à récupérer sur l'Ukraine, à savoir la Slovaquie, à savoir la Hongrie, à savoir la Roumanie. Voilà, ces gens-là, ils veulent pas favoriser l'aide à l'Ukraine, parce que l'Ukraine, depuis 1945, encore une fois, grâce à Joseph Staline, je ne cesse d'en parler dès qu'on parle de frontières dans cette région du monde, vous pouvez être sûr que c'est une décision quelque part de Joseph Staline, a décidé d'amputer ces pays à l'époque de certaines régions pour les donner à l'Ukraine, qui était donc une république socialiste soviétique qui avait énormément souffert de la guerre, puisque on avait eu un passage des troupes allemandes et soviétiques sur le territoire, et que la plupart des grandes batailles, hormis le siège de Leningrad et la bataille de Moscou, ou celle du saillant de Rej, la majorité des grandes batailles de la guerre sur le front germano-soviétique ont eu lieu en Ukraine, et donc sans compter toutes les destructions liées aux Einsatzgruppen sur les populations juive et compagnie, c'est un territoire qui a été martyrisé par la guerre. Donc Staline a dit, les trois là qui ont collaboré avec l'Allemagne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie étaient les alliés de Berlin. Donc il les a punis en disant, puisque vous avez collaboré, que vos armées, parce que quand on dit collaborer, ça veut dire qu'il y a eu des troupes slovaques, des troupes hongroises, des troupes roumaines qui se sont battues contre l'armée rouge, qui ont envahi le territoire soviétique. Donc pour les punir, Joseph Staline a dit, vous m'enlèverez tous ces petits bouts-là de chacun de ces pays et on les adjoindra à la République socialiste d'Ukraine. Et donc aujourd'hui, ces gens-là, Vladimir Poutine en avait parlé avec Tucker Carlson, ces gens-là, même Poutine, lui, il voit pas d'inconvénient à ce que l'Ukraine leur redonne les territoires historiques qui étaient les leurs. Donc eux ont pas envie de soutenir l'Ukraine de manière inconsidérée, c'est tout. Et en plus, il faut pas oublier, il faut ajouter ça au dossier, les minorités de ces trois pays, et surtout hongroises et roumaines, sont les premières visées, comme l'ont été les minorités russophones, par la minorité, la très grande minorité russophone ukrainienne, par les lois contre les langues autres que l'ukrainien. Et en plus de ça, donc depuis que l'armée ukrainienne manque d'hommes, on a été d'abord pioché dans ces régions-là pour envoyer des gens de force sur le front. Donc bien évidemment, vous doutez bien que ce soit à Budapest, que ce soit à Bucarest, les gens savent comment s'est comporté le gouvernement ukrainien contre leurs frères qui sont de l'autre côté de la frontière. Donc ils ont toutes les raisons du monde de ne pas vouloir leur donner un coup de main. Sinon, sur le plan humanitaire, avec des vivres ou des médicaments, mais certainement pas sur le plan militaire. Donc, hier, on a assisté à l'arrestation en pleine rue, vous avez tous vu, j'imagine, les images très choquantes, d'un homme politique qu'on descend de sa voiture, qu'on colle contre un mur, comme si on était dans un film de gangster à Chicago, et auquel on va donc ensuite, alors je vais vous lire les chefs d'inculpation, fausse déclaration sur le financement de sa campagne et son patrimoine, incitation à des actions anticonstitutionnelles, communication de fausses informations, organisation de groupes racistes et apologie de crimes de guerre. Voilà, alors on ne sait pas de quoi on parle exactement, parce que je pense qu'en ce qui concerne les crimes de guerre, ça doit être parce que il a dit que les Russes peut-être avaient eu raison de faire telle ou telle chose, alors ça rentre dans l'apologie de crimes de guerre. On a vu ça ici avec ce qui se passe à Gaza avec l'apologie du terrorisme supposé de gens comme Régis de Castelnau. Régis de Castelnau a été visé par une histoire d'apologie du terrorisme. Enfin,
parce qu'il avait publié un post concernant la mort de Sinwar en dénonçant la façon dont les Israéliens avaient mis en scène une photo de Sinwar mort, alors que c'est interdit par le droit international. Bref. Et donc là, on lui a dit, ah ben monsieur de Castelnau, vous faites l'apologie du terrorisme. Voyez où nous en sommes rendus dans l'Union européenne en termes alors on le savait, hein, Régis l'a suffisamment expliqué en ce qui concerne le coup d'État de Macron, le coup d'État judiciaire pour mettre Macron au pouvoir contre Fillon. Voilà, tout ça est une dérive finalement qui n'est pas si étonnante que ça. C'est que là, c'était très spectaculaire parce que autant Fillon l'a réduit au silence de manière douce, autant là, on est arrivé, bon, monsieur Georgescu, contre le mur, fouille au corps, machin, enfin, de la folie. Et alors, la bonne nouvelle, alors, simultanément à ça, faut pas oublier qu'il y a eu des perquisitions massives chez plusieurs de ses proches. On nous fait des photos, soi-disant que chez un de ses adjoints, on a trouvé dans une cache, dans le plancher, des dollars, etc., enfin, des trucs qui sentent le montage et la mise en scène à plein nez, pour tenter de le décrédibiliser et de le discréditer. Et puis on apprend, alors hier, le peuple roumain, digne et fort, est venu immédiatement devant les locaux du procureur où était Georgescu pour entendre les chefs d'inculpation, et pour manifester son soutien, et devant la pression populaire, j'imagine, hein, eh bien le procureur, alors l'a inculpé, lui a donné quelque chose, mais qui est absolument phénoménal. On lui a dit, ben écoutez, voilà, la campagne présidentielle va durer environ 60 jours. Ben pendant 60 jours, puisqu'il va y avoir quand même des élections en Roumanie, puisque le président sortant a quand même été contraint de démissionner, hein, pas comme Madame Zourabichvili qui voulait s'accrocher à son siège en Géorgie, pardon. Là, il faut quand même qu'il y ait des élections. Et donc là, le bilan de l'inculpation, c'est, eh bien, vous êtes condamné au silence. Vous n'avez plus le droit d'aller sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez plus poster vos avis, etc., etc. Bref, vous ne pouvez pas faire campagne. Alors on l'a libéré parce que donc le peuple roumain est venu manifester son mécontentement vis-à-vis de cette parodie de justice et son soutien au candidat Georgescu, qui est arrivé en tête du premier tour et qui a des codes de popularité aujourd'hui dans les sondages qui tournent autour de 50%. Hein, on n'est pas en train de parler d'Emmanuel Macron, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, les gens ont réussi au moins à obtenir sa libération, parce que je pense que le procureur a très bien compris que s'il n'était pas libéré, on risquait la prise d'assaut de ses bureaux. Donc il a été prudent, mais on lui dit, monsieur, maintenant vous n'avez plus le droit de parler pendant une campagne présidentielle. On bafoue toutes les règles de la démocratie. Hein, c'est exactement, d'ailleurs, il faut le noter, tout ce qu'on a essayé de faire à Donald Trump avec tous les procès qui ont été mis en œuvre depuis qu'on a su qu'il allait être candidat pour la 3e fois à l'élection présidentielle aux États-Unis. C'est-à-dire que la justice a été instrumentalisée pour essayer d'empêcher Donald Trump de se présenter et d'être élu. Eh bien là, on passe par des méthodes qui sont plus archaïques, parce que, comme je ne cesse de l'expliquer, les pays de l'ex-bloc soviétique ont été congelés historiquement, culturellement, économiquement par la présence leur présence dans le bloc soviétique. Et donc là, quand on ressort, on est encore avec des méthodes coercitives qui ressemblent à celles du temps jadis. Hein, et que nous, comme je viens de l'expliquer pour Trump ou pour Fillon, on passe par des méthodes qui sont un petit peu plus douces, mais qui aboutissent au même résultat. C'est qu'on fait taire l'opposition. Et là, on fait pas taire n'importe qui, on fait taire son principal représentant. Donc c'est absolument insupportable. C'est absolument insupportable de voir que ça ne fait l'objet d'aucune condamnation majeure de la part de tous les petits Torquemada qui nous parlent de démocratie du matin jusqu'au soir, hein, qui viennent nous parler des droits de l'homme, qui viennent nous parler de tout ça. On voit bien que c'est une parodie et qu'ils n'en parlent que quand ça les intéresse, hein, quand il faut maintenir Madame Zourabichvili en Géorgie. Alors là, oh mon Dieu, l'atteinte à la démocratie. Et puis là, parce que Monsieur Georgescu est supposé, sans qu'on ait la moindre preuve, être un agent russe, comme Donald Trump, hein, et bien là, on peut taper dessus, on peut s'asseoir sur le droit, on peut s'asseoir sur la démocratie, ça ne dérange personne. Alors c'est très intéressant, parce que bien sûr,
Musk est venu à son secours sur les réseaux. On voit tous les, bien évidemment, j'attends les déclarations. Là ce matin, j'ai pas eu le temps de consulter ça concernant la diplomatie américaine. Qu'est-ce qu'elle va dire de tout ça? Parce que c'est absolument insupportable et inique. Voilà, donc ça, va falloir qu'on surveille ça comme le lait sur le feu, parce que si ça doit aboutir à fausser les élections en Roumanie en faveur des résidus néoconservateurs qui sont en Europe, hein, on en parlait l'autre jour avec François Martin, les néoconservateurs qui tenaient donc les États-Unis jusqu'à maintenant, eh bien, se réfugient entre guillemets en Europe pour essayer de continuer de faire vivre leur idéologie mortifère et antidémocratique. Va falloir voir si ils arrivent à leur fin sur le cas roumain. Alors ensuite, autre point très important, qu'il faut là, il faut se pencher dessus parce que c'est vraiment très important d'en parler. Tous ceux qui sont abonnés sur Patreon, vous verrez ce matin là depuis 8 heures, on a mis en ligne la traduction d'un article autour de ce sujet. C'est la question de la dissuasion nucléaire française partagée, parce que là, on est en train d'attenter potentiellement à notre souveraineté stratégique comme on n'a jamais encore essayé de le faire. C'est une espèce de marotte chez Macron depuis longtemps, c'est pas la première fois qu'il parle de ça, mais là, vu les circonstances géopolitiques avec l'éventuel retrait des États-Unis total ou partiel de l'OTAN et de leurs troupes et de leurs moyens militaires et notamment de leur parapluie nucléaire, eh bien, on relance cette marotte. Et on vient à nouveau nous dire qu'il y a des discussions, et là c'est ce qui est terrible, c'est que c'est pas seulement Emmanuel Macron qui en parle, mais c'est le nouveau chancelier, le futur nouveau chancelier allemand Merz, qui je le rappelle est un agent de BlackRock, c'est l'ancien patron de BlackRock en Allemagne, donc il bosse pour ces anciens maîtres de la CIA, ne l'oublions pas, il est là il a toujours été mis là pour défendre les intérêts de ces gens-là et certainement pas les intérêts du peuple allemand. Et donc, ce monsieur vient dire, ah oui, maintenant, par rapport à la posture américaine, etc., on se pose de nouveau la question de l'idée d'une dissuasion nucléaire française partagée. On en discute aussi avec les Britanniques, alors sachant que les Britanniques, le feu nucléaire britannique est co-géré avec les Américains. Donc, c'est-à-dire que si les Américains disent non, les Britanniques, ils peuvent pas employer l'arme atomique. Donc, c'est pour la forme qui dit ça. La réalité, c'est par rapport à nous. C'est-à-dire que nous, alors bien évidemment, c'est pas nos sous-marins nucléaires, comme le disait hier en blaguant dans la matinale de GPTV le camarade Xavier Moreau, on va pas mettre nos SNLE, nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, dans le Rhin, pour patrouiller et éventuellement tirer des missiles vers je ne sais quel pays, bien évidemment la Russie en priorité. On va pas pouvoir faire ça. Donc ce serait à partir de la composante aérienne de notre dissuasion, donc ce serait de mettre de mettre des rafales sur le territoire allemand, sur une base aérienne, avec des bombes nucléaires françaises, et puis se dire, bon bah voilà, si Berlin est attaqué, la France considérera que c'est ses intérêts vitaux de défendre Berlin. Répétez cette phrase. Les intérêts vitaux de la France, c'est de défendre Berlin. La dernière fois qu'il y a des Français qui ont défendu Berlin comme si c'était des intérêts vitaux, c'était en avril-mai 1945 et ils portaient l'uniforme de la Waffen-SS. Est-ce qu'on est sérieux 2 minutes? La dissuasion nucléaire française a coûté un argent monumental à nos parents et nos grands-parents pour exister. Les Allemands qui viennent de tout foutre en l'air au niveau d'EDF avec la complicité du gouvernement, des gouvernements successifs d'Emmanuel Macron. On va en plus leur dire, bah écoutez les gars, on va partager ce qui est un des investissements les plus onéreux, sinon le plus onéreux de notre pays ces 70 dernières années. Mais on est complètement devenu fou. Enfin, c'est même pas 70, c'est 60 ans. On est complètement devenu fou. Il est hors de question d'accepter ce genre de choses. La survie de l'Allemagne ne sera jamais dans l'intérêt vital de la France. Et ni celle d'ailleurs de la Pologne, ni celle de personne. Les intérêts vitaux de la France, c'est la France. C'est pas tel ou tel pays qui, d'ailleurs, n'est à aucun moment notre allié sincère depuis des années. On sait très bien comment l'Allemagne, le général de Gaulle leur a proposé tout ça dans les années, au début des années 60, au moment où nous allions bien évidemment
obtenir cette dissuasion nucléaire. On sait ce qui s'est passé. Le général de Gaulle a accueilli à Colombey-les-Deux-Églises le chancelier Adenauer de manière tout à fait fastueuse, amicale, etc. On a fait le traité de l'Élysée et le Bundestag a littéralement, excusez-moi cette expression, mais vous connaissez mon attachement à tout ça, a littéralement chié sur ce traité en disant non, nous on a confiance que dans les États-Unis d'Amérique. La France, vu l'histoire entre nos deux nations, on n'a pas confiance dans les Français. Ben tiens, après que vous nous ayez déclenché deux guerres mondiales pour nous écrabouiller, bien évidemment, vous n'aviez pas confiance dans les gens que vous aviez si bien maltraités. Donc, alors que nous, le général de Gaulle avait fait un geste en votre direction pour dire on avance, on oublie ce passé douloureux, enfin on l'oublie pas, mais on le met de côté et on essaye de faire autre chose. Eh bien, les députés allemands, au début des années 60, ils ont déchiré tout ça. Alors maintenant, c'est pas la peine de venir réclamer 60 ans plus tard, qu'on vous rende la proposition sur laquelle vous vous êtes assis de manière aussi abjecte. Vous vous débrouillerez avec votre défense tout seul. Les Français n'ont pas à payer pour la défense de l'Allemagne. Surtout qu'en plus, dans la déloyauté qui existe entre l'Allemagne et nous, je rappelle donc, j'insiste bien sur le fait que l'autre volet de ce qui était le nucléaire français dans les années 60, tel que le général de Gaulle l'avait dessiné, il y avait le volet militaire, puis il y avait le volet civil. On sait ce que les Allemands viennent de faire depuis maintenant presque 10 ans pour détruire EDF et pour détruire notre immense avancée technique et économique que représente EDF avec nos centrales nucléaires et qui nous permet d'ailleurs de prendre un peu moins dans la figure le choc énergétique qu'on a pu prendre avec les problèmes d'approvisionnement du gaz ou ce genre de choses, ou même qui nous a permis de prendre un peu plus facilement le virage du choc pétrolier en 1973 après la guerre du Kippour. Voilà. Donc on sait que les Allemands œuvrent à la destruction d'EDF et de notre nucléaire civil, et aujourd'hui il faudrait que, parce que les Américains vont, comme d'habitude, lâcher leurs alliés, il faudrait qu'on leur donne une partie de notre nucléaire militaire, parce qu'on nous dit, tiens, Berlin c'est devenu, d'un seul coup un intérêt vital de la France. Ben voyons. Alors là, c'est pas possible. On voit bien jusqu'où va la trahison des intérêts vitaux de la France, de Macron et de sa clique dans cette histoire. Donc il est hors de question de soutenir cette idée, et j'espère qu'au niveau des oppositions en France, il y aura une mobilisation générale, et là, il faudra pas que le Front National nous fasse ce qu'il nous a fait avec l'histoire du Conseil constitutionnel et Ferrand, et les Républicains ont intérêt à se tenir droit dans leurs bottes, parce que sinon, il faudra qu'on descende dans la rue comme le peuple roumain vient de le faire par rapport à son candidat, parce que notre dissuasion nucléaire, ça ne se partage pas, et jamais ni Berlin, ni Varsovie, ni aucune autre capitale autour de nous ne fera partie de nos intérêts vitaux. Ce n'est pas possible, surtout quand les gens en question nous traitent comme ils nous traitent, c'est-à-dire avec le plus grand dédain, le plus grand mépris, et en nous pillant, en nous volant. Nos grands-parents et nos parents n'ont pas payé ce coût-là aussi cher pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Ce n'est pas acceptable. Alors, avant de parler du dossier ukrainien, donc une fois encore, je tiens à vous remercier pour votre fidélité à cette chaîne. Merci pour les partages et les commentaires sur la dernière vidéo. Alors j'invite bien sûr chacun d'entre vous, je viens de l'évoquer pour les questions concernant l'histoire des élections en Roumanie. Si on parle de quelque chose dont on a déjà parlé, allez voir dans les vidéos précédentes, puis ceux qui viennent d'arriver, regardez les vidéos qu'on a faites dans les semaines précédentes, et puis vous verrez que si on n'en parle pas cette fois-ci, c'est qu'on en a parlé avant. Il y a toujours des questions récurrentes auxquelles je ne réponds plus sur Odessa, parce que voilà, j'en ai tellement parlé que je ne veux plus parler de ce que représente Odessa. Je pense que tout a été dit, et on va avoir dans les négociations là qui ont commencé ce que ça donnera entre les négociateurs. Est-ce qu'Odessa redeviendra russe ou pas, on verra à cette occasion.
Merci à tous ceux qui apportent du coup, quand ils ont des contradictions, les liens vers les contradictions. Hein. Si vous nous dites ah mais Monsieur Ferreira, on a vu ça, mettez-nous les liens pour qu'on puisse les consulter et puis dire aussi à nos autres auditeurs en publiant par exemple sur nos autres canaux une correction d'informations. Hein. Je rappelle que ceux qui viennent par contre juste pour nous insulter en disant ah vous racontez n'importe quoi mais qui n'en apportent pas la preuve, bon bah c'est pas très intéressant. Hein, et puis c'est pas très poli. Merci à tous ceux qui s'abonnent sur Patreon. Hein, je rappelle, tous les jours, sauf le dimanche, vous avez la traduction d'un article sur toute la géopolitique, l'évolution de l'armement, l'industrie d'armement, etc. qui vous est proposé. Donc ce matin, celui qu'on vous propose est en lien avec ma grosse colère sur la dissuasion nucléaire. Il y en a sur le Rwanda, il y en a sur les systèmes d'armes, etc. Il y a vraiment, c'est assez éclectique. Et également, donc, pour ceux qui sont abonnés Patreon, une fois par mois, vous avez le droit à une conférence avec votre serviteur. Et pour le mois de février, c'est ce soir, à 19h30 jusqu'à 21h. Vous avez, pour vous abonner à Patreon, la possibilité de faire un abonnement annuel avec un mois d'abonnement offert. Hein, donc ça vous fait 55 € pour l'année. Donc n'hésitez pas à prendre d'ores et déjà cet abonnement. Vous ferez des économies. Et puis nous, ça nous offre tout de suite une perspective financière sur notre trésorerie qui est beaucoup plus claire. Merci à tous ceux qui sont sur les autres réseaux sociaux de veille stratégique, le blog, la chaîne Telegram, mon compte X Tercios del Sol. Et merci donc sur tous ces supports-là de partager également ce que nous publions au quotidien. On essaye d'avoir tous les jours, notamment sur le blog, les vidéos de Web Union qui sont repartagées pour l'Ukraine, de l'info sur la République démocratique du Congo. Hier, on avait donc mis un article en avant par rapport à ce que j'ai évoqué sur les sanctions britanniques. Donc voilà, et puis ensuite... grosse nouveauté là depuis le début de la semaine, je repartage, Erwan Castel m'envoie directement sur Telegram pas mal d'informations que lui met en ligne sur la chaîne Info Défense et donc je les repartage sur le compte Telegram de notre chaîne et également sur mon compte Facebook Tercios del Sol, et ça vous permet d'avoir une visibilité sur les aspects militaires qui va encore un peu plus dans le détail que ce que proposent les vidéos de Web Union. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ah oui, et puis au niveau des annonces, alors j'ai pas eu le temps de les lire, mais je les ai reçues. Je remercie les amis des éditions Confidentes pour ces deux ouvrages. Donc il y en a un, c'est un roman de mon ami Thierry Marignac qui s'appelle L'interprète, alors qui a bien évidemment pour ligne de fond tout ce qui se passe avec les services britanniques autour de l'espace ex-soviétique. Donc je vais m'atteler à sa lecture et je reviendrai vers vous à ce sujet-là. Ça fait un peu écho à tout ce dont on avait parlé il y a quelques mois autour des opérations des services secrets britanniques pour décrédibiliser publiquement et discréditer publiquement la Russie. Et puis celui-là, c'est autour bien évidemment de ce qui s'est passé au Liban à l'automne dernier. Donc pareil, je vais les lire. On va mettre les liens dans la vidéo, mais voilà, c'est du sûr. Chez Confidente, vous le voyez depuis plusieurs mois dans nos vidéos, dans les descriptions. On a le lien vers le livre c'est Monsieur Olivier de mémoire au sujet de toute la magouille autour de la famille Biden. Voilà, alors on va passer maintenant au dossier ukrainien. Alors avant de parler de la ligne de front elle-même, eh bien vous savez que là on est en plein dans les négociations, que ça part dans tous les sens, que Donald Trump nous a annoncé qu'il allait signer donc demain un accord avec Zelensky, alors en le traitant bien évidemment comme si c'était le dernier des commis, en disant oui si il paraît qu'il veut venir, il peut venir, on va signer, ça va être un deal extraordinaire. Alors on parle tous les chiffres les plus mirifiques ou mirobolants sont dans la bouche de Donald Trump, 350 milliards de dollars, 500 milliards de dollars. On verra à la fin ce qui sera réellement conclu. Donc pour pouvoir les États-Unis, donc on dit à Zelensky retrouve l'argent qu'on t'a donné.
Hein, et puis en fonction de ça, si tu retrouves pas l'argent, eh bien, ou qu'on t'a prêté plutôt, parce que c'est pas donné par rapport à ce qu'a dit Macron en ce qui concerne l'argent des Européens, et si tu retrouves pas l'argent qu'on t'a prêté et que tu peux pas le rembourser, eh bien, il faut que tu trouves un autre moyen de nous rembourser. Et c'est ça. Alors, il y a un truc qui est très important dans les estimations comme ça, un peu à la cuillère, à la louche que fait Donald Trump, c'est que personne n'arrive à retrouver le compte des 177 milliards de dollars que les États-Unis auraient versés, puisque c'est de cette somme-là dont parlait Zelensky lui-même il y a encore 15 jours, et que les gens disent, mais pourquoi il parle de 350, voire de 500 milliards de dollars? Eh bien, tout simplement parce que, semble-t-il, Donald Trump ne compte pas que l'argent qui a été prêté. Donald Trump estime tout l'argent que représente l'emploi des forces armées américaines, que ce soit l'opérateur de forces spéciales au sol, ou que ce soit la mobilisation des AWACS pour faire de la détection, l'emploi des drones d'observation Reaper au-dessus de la mer Noire, etc. Donald Trump, semble-t-il, dans cette somme globale complètement folle, et qui est donc plus du double de celle qu'annonçait Zelensky il y a encore 10 jours, eh bien, il comptabiliserait, en fait, le coût pour l'ensemble des forces américaines qui ont été mobilisées pour soutenir l'armée ukrainienne. Alors là, c'est sûr que quand on compte l'heure de vol de la WACS, la mobilisation de toutes de tous les éléments de la flotte américaine, de la 6e flotte américaine en Méditerranée, pour voir ce qui se passe en mer Noire et compagnie, alors là, oui, effectivement, l'addition, elle peut être très très lourde, mais elle ne correspond pas, parce que pour l'estimer, c'est quand même un travail de fourmi technocratique pour pouvoir dire tel avion depuis je sais pas, alors c'est pareil, on sait pas si Donald Trump compte à partir du 24 février 2022 ou s'il compte à partir du 1er janvier, parce qu'on sait très bien que tous les moyens d'observation électronique américains étaient déjà à la disposition de l'armée ukrainienne à ce moment-là, ne serait-ce que pour voir ce que faisaient les Russes de l'autre côté de la ligne de front. Enfin, voilà, c'est assez spécial déjà de rentrer dans le détail des calculs que fait Donald Trump. Donc on verra. Alors il y a toutes les vierges effarouchées qui nous disent « Mon Dieu, mais Donald Trump, il va dépecer, il va se servir sur la bête. » Mais que font les États-Unis d'Amérique dans le monde ? Et je vais même pas dire depuis 1945, je vais dire depuis la guerre hispano-américaine à Cuba en 1898. Qu'est-ce que font les États-Unis à part d'être des prédateurs à l'égard de tous les pays sur lesquels ils veulent mettre la main? Rien. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce qui s'est passé en 1945 avec le plan Marshall ? Ils nous ont aidés, ils nous ont donné des locomotives, ils nous ont permis de reconstruire plus rapidement la France qu'ils avaient copieusement bombardée pour la libérer, mais c'était pas gratuit tout ça. Tout ça, ça a été avec d'abord déjà un volet catastrophique pour notre culture, et que je rappelle, hein, c'est cet imbécile de Léon Blum qui a signé ces accords, hein, Léon Blum qu'on nous fait passer pour étant le parangon de la gauche socialiste, etc., hein, l'opposant au capital, etc. Léon Blum, quand les Américains lui ont dit pour le plan Marshall, il va falloir qu'il y ait tant de films américains qui passent tous les mercredis au cinéma, hein, que vous importiez du coca, du ceci, du cela, pour que tout le soft power rentre comme sans aucune difficulté en France pour bien détruire la culture française, pour bien américaniser le peuple français. Léon Blum, il a signé des deux mains, hein, le grand défenseur, nanani, nananer, le socialisme et tout ça. Hein. Donc voilà. Et puis il va falloir que vous accueilliez les bases américaines de l'OTAN, hein, le QG de l'OTAN, etc., etc. Donc aujourd'hui, quoi de neuf? Rien. Sinon que là, ce qui gêne, comme je ne cesse de le dire, c'est que ça sert non pas les intérêts des néocons américains. Vous pensez que les Ukrainiens, avant l'arrivée de l'opération militaire spéciale, ils n'étaient pas déjà pieds et poings liés avec des investisseurs américains ou anglo-saxons ou ce genre de choses? Je croyais que Madame Nuland, elle est arrivée au Maïdan juste pour dire on vous aide à faire la révolution et tout va bien. C'est juste, là, ce qui enquiquine tout le monde et ce qui fait péter un plomb à tout le monde, c'est la méthode. C'est-à-dire que Trump ne se cache pas.
Trump ne nous prend pas pour des idiots en enrobant tout ça de tout ce coulis sirupeux et insupportable de démocratie, de droits de l'homme, de tout ça. Trump, il y va cash. Tu me dois du pognon, tu peux pas payer, tu me donnes ça. Point barre. Et ça, bien évidemment, on n'a plus l'habitude. Oh mon Dieu, c'est méchant, il est pas gentil. Mais qu'est-ce que ça change ? Moi, je préfère quelqu'un qui vient me voir en me disant c'est bon, tu me donnes ça et ça, plutôt que quelqu'un qui vient, qui me caresse dans le dos, hein, comme un bel hypocrite, qui enrobe tout ça de belles paroles pour m'endormir et puis qui me fait quand même les poches. Au moins, on peut quand même se dire, bon bah voilà, l'autre, il a au moins la franchise d'être là, à me dire, bon bah écoute, hein, je t'ai filé du pognon, tu peux pas me le rendre, bah maintenant, tu me files ta maison en hypothèque, hein, et puis tu te tais, parce que vu que tu me dois de l'argent, bah il faut payer quand même, hein, voilà. Et là, ils sont tous là à nous faire cette comédie larmoyante. Oh, il a aucun scrupule, parce que le gouvernement des États-Unis d'Amérique, depuis qu'il pille l'Amérique latine et donc l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale depuis plus d'un siècle, il a des problèmes de moralité à faire tout ça. Mais vous vous foutez du monde ou quoi, les gars ? Vous voulez qu'on reparle de United Fruit, vous voulez qu'on reparle de la Standard Oil, vous voulez qu'on reparle de ce qui s'est passé au Chili en 73 pour s'approprier les ressources naturelles du Chili, enfin surtout pas pour se les approprier, pour éviter que le peuple chilien se les réapproprie. Et là, il y a personne là pour faire sa petite vierge effarouchée là pour nous parler droits de l'homme, etc. Hein ? Parce que là, à l'époque, c'est les grands démocrates, c'est ci, c'est ça. Bah non. Et la politique de Donald Trump à l'égard de l'Ukraine n'a rien à envier, ni en bien ni en mal, que celle de George W. Bush à l'égard de l'Irak. Ou à l'égard ensuite de l'Afghanistan. Qu'est-ce qui change ? Rien. Les Américains viennent pas pour faire de la philanthropie. Tout le monde le sait. Alors là, bah oui, Trump, lui, n'a plus envie, hein, parce qu'il trouve ça complètement nul et gonflant, et que vu que c'est un businessman qu'il a jamais fait ça, lui, les histoires d'enrobage, non, il n'y a pas d'enrobage à prendre. Tu me dois de l'argent, la note c'est ça, alors après on peut discuter sur la méthode de calcul comme je viens de l'expliquer, mais tu payes. Et puis on va pas perdre du temps à être là, oh mon petit Zelensky et tout, non, et puis à dire oui, les droits de l'homme, tout ça, le soutien, ils en ont rien à faire. La preuve, ils viennent de laisser, et Trump le dit aussi, au nom de tous ces faux principes que les administrations démocrates ont servi au monde entier pour justifier ce qui se passe en Ukraine, eh bien, on sait ce que ça a fait pour l'Ukraine. Ça a fait qu'on est à un pays qui est passé de 45 millions d'habitants à probablement seulement 32 millions, entre ceux qui sont partis et ceux qui sont morts. Bravo, la politique enrobée de toute la terminologie droit de l'hommiste. Hein ? Et donc, parallèlement à ça, les négociations ont redémarré. Alors, je pensais mardi, je pensais que c'était à nouveau à Riyad, et puis finalement, ça va se dérouler plutôt en Turquie. Je crois que c'est Istanbul. Hein, et donc, on verra comment c'est. Alors là, c'était prévu pour aujourd'hui, donc ça va reprendre aujourd'hui, si j'ai bien compté les jours. Et donc, on va voir ce que vont donner d'un côté ces négociations, toujours seulement entre Russes et Américains, et puis de l'autre côté, ce que va donner donc demain cette visite de Zelensky à la Maison-Blanche. À noter, vous avez vu les vidéos, hein, parce qu'on a vu la conférence de presse de Macron et compagnie. Hein, y avait un moment de visioconférence pendant qu'il était à Washington avec les gens du G7, hein, donc avec les 5 autres. Lui, il était avec, donc il représentait la France avec Trump, et on a vu ces images. On a l'impression que c'est des images de caméras de sécurité dans le bureau ovale, où il y a quelqu'un qui le soulignait sur mon compte X hier, où on voit quoi ? Donald Trump qui est attablé au bureau ovale, hein, c'est un gros bureau et tout, massif, etc., enfin qui en impose, et puis on a mis le petit Macron à côté, à la droite de Donald Trump sur une petite chaise. Il est bien gentil, hein, il est gentil, le toutou, il se tait, il dit pas un mot au-dessus de l'autre, et il écoute ce qu'on lui raconte, hein, et puis le maître, c'est moi. Hein, on aurait pu penser qu'il soit... Alors, je dis pas qu'il était sur un strapontin, hein, c'est bien évidemment une image. Mais en tout cas, il était à côté de Donald Trump, sur une chaise plus petite, etc., etc. Donald Trump n'a pas lésiné sur les symboles, hein, je vous rappelle quand même cette grande phrase
phrase à la fin de la grande conférence de presse avec pupitre et compagnie, tu salueras ta charmante épouse. Je pense que Xavier Poussard et Candace Owens ont dû exploser de rire à ce moment-là devant leur télévision ou leur ordinateur. Bref. Donc, on va voir comment tout ça va se terminer. Alors, on va passer au front des opérations. Alors, aujourd'hui, on va parler très rapidement de Souja, de Kupiansk et de Toretsk, où les choses ont un petit peu bougé. Globalement, il n'y a pas eu des changements significatifs depuis lundi. Alors, il faut noter que, par contre, dans la nuit de mardi à mercredi, il y a eu une grosse attaque, une importante attaque de drones ukrainiens un peu partout contre le territoire russe. On parle de 128 drones. Vous verrez le détail si vous allez sur mon compte X sur le nombre de drones, les cibles qui étaient visées. C'est Erwan Castel qui m'a envoyé ce document qu'il a publié sur Info Défense. Et donc là, on est dans ce que je disais, c'est-à-dire que les Ukrainiens n'ont plus que ça. Il n'y a pas de scalp, il n'y a pas de Storm Shadows, on est uniquement sur l'emploi des drones pour arriver à porter encore des coups à l'armée russe. Donc on va parler de ce qui se passe maintenant dans le saillant de Souja, puis ensuite à Kupiansk, et puis ensuite on ira faire un petit tour à Toretsk où la situation a un petit peu bougé en faveur de l'armée ukrainienne, mais enfin c'est pas non plus un changement monumental. Donc dans le secteur de Souja, vous le voyez, alors Souja est toujours encadré en bleu. Vous avez d'abord le secteur où j'ai rajouté, donc je ne sais pas pourquoi Rybar s'évertue à ne pas montrer l'avance russe du côté de Bazivka, alors que tous les autres observateurs aussi ne le font. Bazivka est encadré en orange. Et donc on a, comme je ne cesse de le dire maintenant, ça fait 5 jours, les Russes, l'infanterie de marine, la 810e brigade d'infanterie de marine russe qui est à 3 km de la R200 qu'on vous a toujours symbolisé en turquoise. Et puis depuis Sverdlikovo qui est encadré en rouge, on a eu une attaque en direction de Kazakia Loknia. Et là, on voit que les Russes visent l'autre route de seconde importance, qu'on a mis en bleu foncé, qui monte vers le nord du saillant, vers Malaya Loknia, ou qui est attaqué de part et d'autre. Vous avez le petit cartouche en haut à droite, qui est attaqué sur 3 côtés, et donc là, les Russes tentent de couper à la base la route qui permet d'aller renforcer le secteur de Malaya Lyokna, je vais y arriver, en débouchant depuis, donc là, c'est Sverdlikovo, Lebedevka, et on sait que là, les Russes, c'est pareil, sont arrivés, alors là, c'est même pas à 3 km, c'est peut-être même à moins d'1 kilomètre de cette route. Ce qui explique peut-être pourquoi dans le secteur de Malaya Lyokna, les combats sont plutôt favorables aux Russes, puisqu'ils ont reconquis, c'est donc Pogrebki, pardon, je vais y arriver, c'était avant-hier. On a vu les drapeaux, pareil, les soldats russes ont été filmés par un drone en vue aérienne pour montrer qu'ils contrôlaient à nouveau totalement la localité. Et on voit que sur le flanc est du saillant, c'est pareil, les Russes sont encore à l'offensive quasiment sur toute la façade orientale du saillant, et certains hier commençaient à évoquer, étant donné la menace qui pèse sur la R200, qu'il y avait eu des observations, alors il va falloir les confirmer, je reste très prudent ce matin, selon lesquelles les Russes auraient vu les Ukrainiens démarrer un repli du saillant, et notamment de la partie nord, pour éviter de se retrouver encerclés. Je dis bien, tout ça est au conditionnel. La journée d'aujourd'hui nous permettra d'y voir, je l'espère, plus clair. Et vous le voyez également sur le cartouche qui lui se trouve sur la gauche de la carte, que les Ukrainiens sont également attaqués sur la partie frontalière qui va de Sverdlikovo à Jouravka à peu près, puisque Jouravka a été conquis hier, et donc les Russes attaquent aussi le long de la frontière complètement à l'ouest du saillant.
Et pareil, comme vous le voyez depuis plusieurs semaines maintenant, tous les points rouges sur la carte, ce sont les points où se concentrent les bombardements aériens des forces aérospatiales russes. Donc l'intensité des combats a augmenté. La menace russe sur l'ensemble des voies d'approvisionnement, que ce soit stratégique comme les R200 ou à intérêt tactique comme cette route en bleu qui part vers le nord du saillant, eh bien, les choses s'accélèrent et les Ukrainiens donc seraient peut-être, j'insiste sur le conditionnel, en train de replier leurs forces du saillant. Et tout ça, probablement parce que au niveau des négociations, peut-être que les Russes ont changé de braquet en se disant, déjà, l'effectif ukrainien, on parle d'environ 60 000 pertes aujourd'hui, dont la moitié a été tuée depuis le 6 août dans le saillant, d'Ukrainiens morts et le reste blessés ou prisonniers, 60 000 hommes. Parmi les meilleures unités ukrainiennes, je vous fais pas le détail des matériels parce que c'est pareil, c'est une liste à l'après-vert. Et là, les Ukrainiens seraient peut-être en train de se replier parce qu'ils voient qu'ils n'ont plus de chance de pouvoir continuer d'approvisionner leurs unités dans ce secteur. Et donc les Russes pourront ensuite dire, bon voilà, on arrive à la fin des négociations, il n'y a plus un Ukrainien sur le territoire historique et reconnu internationalement de la Fédération de Russie, donc ça enlève encore aux Ukrainiens un dernier petit levier de négociation vis-à-vis de nous. Et on constate également, vous le voyez sur le cartouche qui est en bas à droite, que tout le secteur quasiment qui est autour de Tcherskaya Konopelka, qui avait donc été l'objet de la contre-attaque ukrainienne il y a 3 semaines, maintenant c'est quasiment 98%, peut-être même à 7 heures, puisque la carte date d'hier soir, peut-être qu'à 7 heures, tout le territoire a été récupéré par les forces armées russes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le secteur de Soudja. Maintenant, on part sur le secteur de Kupiansk, où vous voyez donc la tête de pont, c'est donc au nord de Kupiansk. Alors Kupiansk, là encore, vous voyez que le secteur de l'arrière-front de Kupiansk est bombardé. Vous voyez tous ces points rouges sur la carte. On voit que les forces aérospatiales russes bombardent dans la profondeur tactique, probablement toutes les concentrations de troupes et de matériel de l'armée ukrainienne. Et puis donc vous voyez que la tête de pont qui se trouve à l'ouest de l'Oskol ne cesse de grandir. Le détail, vous l'avez dans le cartouche en bas à droite. Vous voyez également que tout au nord de la carte, dans le secteur de Topoli, eh bien, il y a quasiment une liaison complète entre la tête de pont que les Russes ont mis en œuvre, donc c'était il y a presque 3 semaines, sur la rive occidentale de l'Oskol et la frontière internationale entre la Russie et l'Ukraine, c'est le trait blanc sur la carte principale, et donc vous voyez là c'est dans la zone grise, c'est-à-dire que entre Topoli, qui est entre les mains des Russes, et c'est Prigorodny Topoli qui lui se trouve en territoire russe, eh bien c'est dans la zone assurée, donc la zone grise. Ça veut dire qu'il y a probablement plus d'unités ukrainiennes dans cette zone. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire rentrer directement des troupes russes depuis la Fédération de Russie jusqu'à Topoli sans avoir à passer par l'Oskol. Et donc là, faudra voir quelles troupes en termes de quantité et de qualité les Russes vont investir dans la région. Donc les Ukrainiens ont tenté une contre-attaque, une locale dans le secteur donc au nord de Kupiansk à côté de Kalinové, vous voyez la petite flèche bleue au-dessus du marqueur P79. Ça n'a pas permis de regagner du terrain, alors que les Russes, comme vous le voyez dans le cartouche en bas à droite, continuent d'étendre leur domination sur la zone. Et puis donc vous avez cette fameuse poche ukrainienne qui est à l'est de l'Oskol, donc à l'est de Kupiansk, cette poche saillant qui est encore tenue par l'armée ukrainienne, et vous voyez que là, au sud, eh bien, les forces russes continuent d'attaquer, malgré, c'est pour ça que c'est assuré en bleu, malgré un fort accroissement de la présence des drones ukrainiens, puisque on l'a expliqué à multiples reprises, les Ukrainiens comptent sur leurs drones pour faire le boulot que l'artillerie fait d'habitude et dont ils ne disposent plus. La majorité des pièces d'artillerie sont soit dans le secteur de Soudja, soit dans le secteur de Pokrovsk, et donc ailleurs sur le front, le pis-aller, c'est l'emploi des drones pour frapper les forces russes et les concentrations russes et éviter qu'elles puissent mener correctement leurs opérations offensives. Alors ensuite, pour terminer, on va parler donc du secteur de Toretsk, puisque là, les Russes ne sont pas
en position, alors ils sont en position favorable, mais on a constaté une contre-attaque ukrainienne, donc au nord de la ville, vous le voyez, c'est la flèche bleue pleine, où donc les Ukrainiens ont réussi à reprendre quelques pâtés de maison, quelques mètres, quelques centaines de mètres carrés de la ville. Alors hier, il y en a qui se sont tout de suite, comme d'habitude, ça y est, il y a une contre-attaque ukrainienne qui reprend 200 ou 300 mètres de profondeur sur 150 mètres de large, et c'est fini, l'armée russe est en débandade, parce que les gens ont tout de suite dit, ah bah ça y est, ils vont continuer de foncer plein sud, et ils vont couper toutes les forces russes qui se trouvent à l'ouest de cette ligne. Alors là, c'est un coup. Ça veut dire que les défenseurs russes n'étaient pas suffisamment nombreux, que la contre-attaque ukrainienne a pu les prendre par surprise. Bon, très bien, succès tactique, bravo. Maintenant, de là à pouvoir s'enfoncer dans Toretsk aussi vite pour couper les troupes qui se trouvent donc à l'ouest de cette ligne d'attaque, j'en doute fort. Je pense qu'on va assister à nouveau à des combats urbains de reconquête du territoire. Et puis on a eu des attaques qui ont été menées parallèlement, c'est la flèche bleue pointillée, sur le flanc ouest cette fois-ci. Et là, ça n'a pas débouché sur des gains de terrain côté ukrainien. Voilà, donc il faut surveiller. Bon, ils ont fait un beau coup tactique, belle surprise, très bien, mais c'est pas ça qui va changer, je pense, le cours des combats à Toretsk. Alors par contre, les Russes falloir reconquérir ces pâtés de maison dans les heures et les jours qui viennent, ce qui n'est donc toujours pas facile à faire. Et moi, je pense que cette attaque, son objectif, c'est d'éviter de gêner les Russes qui veulent déboucher vers le nord de Toretsk en direction de Kostiantynivka, ne l'oublions pas. Voilà, donc c'est là les points principaux qu'il fallait évoquer ce matin sur le front ukrainien. Voilà, chers amis, pour ce bilan très dense de toute l'actualité, très variée sur plusieurs fronts différents, vous l'avez compris. Donc je vous invite à continuer de nous suivre tout au long de la journée et du week-end sur les différents canaux de veille stratégique. Je vous rappelle, pour ceux qui sont intéressés par mes travaux, que le livre donc sur la bataille des Ardennes est en librairie depuis le 14 février maintenant, et que si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous avez un entretien que j'ai donné pour le Diplomate Média qui est disponible. Vous allez sur mon compte X, vous le trouverez très facilement dans les liens. Et puis également, samedi matin de 9h à 10h30, j'en parlerai en longueur sur Radio Courtoisie avec Nicolas Stocker. Voilà, très très bonne fin de journée à vous tous, un très bon week-end, et puis pour ceux que ça intéresse, à samedi matin. Et dernière annonce, on verra ceux qui écoutent jusqu'au bout, le 16 mars prochain, donc je vous ai dit le 8 mars prochain, je suis sur Brochu TV avec Yves Bataille pour parler de la Serbie, et on a acté ça hier, le 16 mars, dimanche 16 mars à 20h, je retourne sur Brochu TV pour refaire une émission avec l'ami Erwan Castel, notez-le dans vos agendas. Voilà, très bonne fin de journée, très bon week-end, et à très vite.